Eh bien, pour moi, idéalement, il n'y a pas de modèle de ville de demain. Si on ne prend pas en compte à la fois l'histoire, la sociologie, l'économie, le climat, etc., pour moi, il n'y a pas un modèle de ville de demain. Que certains grands groupes ont encore un petit peu en tête d'ailleurs, hein. Mais la Smart City d'aujourd'hui, eh bien, celle de Toulouse, il faut absolument qu'elle ne soit pas équivalente à celle de Bordeaux, ou à celle de Montpellier, ou à celle de Paris. Ce qui serait magnifique, c'est de pouvoir faire à la fois évoluer cette ville vers l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies, tout en gardant l'âme de Toulouse, avec des belles valeurs, la bienveillance, la solidarité, l'entraide. À quoi ressemblera la ville de demain ? Je dirais que c'est une ville où on va retrouver beaucoup de bienveillance, d'humanité, d'amour. Ces trois mots-là, c'est en fait totalement antinomique sur une ville où on analyse la data. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça, c'est des sous-couches au service de l'écologie, au service des mobilités, au service des individus, et retrouver en fait ce lien. Moi, je dirais une ville douce, généreuse, accessible et économe. C'est-à-dire qu'on doit réussir à gommer les externalités négatives, le bruit, la pollution de l'air, l'idée de la surfréquentation de tel ou tel espace. Et il va falloir se débarrasser de la voiture telle qu'elle existe aujourd'hui. Les grandes villes vont couper de 50% le nombre de véhicules à l'intérieur de la ville. Donc, il faut vraiment trouver des alternatives en fait de mobilité. Et ces alternatives de mobilité, elles doivent être propres et elles doivent être faciles à prendre. Donc, c'est de la mobilité as a service, hein, comme on dit. Avant, le patron cherchait à comprendre pourquoi il aurait une valeur ajoutée à ce que son salarié travaille à distance. Les choses se sont inversées. Le salarié nous pose la question de la valeur ajoutée de venir au bureau. Ça change complètement les choses. Il faut connecter ces gens. Et puis, si on va plus loin, ça va jouer beaucoup sur la mobilité. Les gens vont moins bouger, pas aux mêmes horaires. Pourquoi la métropole n'organiserait pas ça aussi ? Pour que finalement on partage toutes ces données entre les entreprises et le territoire pour désengorger cette ville. Oui, on peut peut-être imaginer qu'on pourra travailler plus dans son pavillon et qu'à ce moment-là, on aura un taux d'usage de tout ce qui est bâti qui sera plus important qu'aujourd'hui. Et donc, on aura forcément des bilans carbone qui seront de meilleure qualité. Après, on risque aussi d'avoir, mais tant mieux, je dirais, de retrouver de la qualité à des formes urbaines dont aujourd'hui on considère qu'elles ne sont pas forcément les plus vertueuses. On pense à l'étalement pavillonnaire. Depuis une vingtaine d'années, on a remis en question ce qu'on appelle, en le disqualifiant d'ailleurs, l'étalement urbain. Ce qu'a montré la crise, c'est l'appétence pour cette urbanisation-là. Et alors là, ça suppose un enjeu important, c'est qu'on revoie la doxa de l'urbanisme. La ville de demain, c'est la grande ville. Mais la grande ville n'est pas forcément la ville surdensifiée. C'est-à-dire qu'il y a d'autres formes qui sont envisageables. Et en même temps, une ville qui serait étalée ne serait pas non plus une solution du point de vue du développement durable. Donc il faut trouver une économie générale de la ville qui reste encore peut-être à inventer. La métropole évolue dans un environnement qui est son bassin d'emploi, qui dépasse clairement son périmètre géographique. Il faut absolument que la métropole soit connectée avec tous les territoires limitrophes. Et il faut qu'il y ait péréquation entre les services qui seront offerts à l'ensemble de ces citoyens de la métropole. Parce que si on est en capacité de fournir service en continuité, finalement on va réduire la notion de frontière entre différentes villes ou villages. On va réduire les tensions sur l'immobilier. Et je trouve que partir au large, si on a les services du centre, finalement, ça peut être une parmi tant d'autres opportunités. Et je pense que la métropole idéale, ça sera celle qui sera capable de se sortir de l'image d'une métropole qui va finalement vampiriser tout ce qu'il y a autour d'elle, mais qu'on arrive beaucoup plus avec une image d'une métropole qui va finalement être un infuseur à la fois de croissance
de bien-être. Puis on sait aussi qu'il y a une spécificité à Toulouse, c'est qu'on a plusieurs intercommunalités. Et sans nier les qualités des unes et des autres, c'est plus possible qu'on ait 3 structures intercommunales dans la 4e ou plus grande ville de France lorsqu'on a des tels enjeux à affronter, quoi. On doit pouvoir dépasser ça. S'il y a un cri du cœur que j'ai envie de lancer aux villes, c'est vraiment qu'elles aillent au-delà de leur centre, qu'on puisse avoir une logique dans laquelle on ne s'occupe pas que du top modèle. Cette tentation de toujours refaire encore la place du Capitole, la place de la cathédrale, ils sont déjà des endroits de beauté. Pour moi, le vrai enjeu, c'est d'injecter cette beauté partout. La ville de demain, elle doit être verte avec vraiment des artères de respiration végétale. Pourquoi pas mettre des jardins sur les toits des immeubles. Elle doit être ponctuée en fait de paysages comestibles, alors jardin ouvrier ou carrément espace de maraîchage professionnel. Avoir en fait des tiers-lieux un peu comme ça de vie qui soient au milieu à la fois de la végétation et de la production, mais qui rassemblent les citoyens au cœur d'espaces agréables à vivre. À Toulouse, il sera de plus en plus chaud. Pitié, mettons en place des espaces verts qui fassent que Toulouse, ce soit une ville qui continue d'être respirable sans que tout le monde installe sa climatisation. Travaillons cette notion de verdure parce que de tout ça va découler plein d'autres choses autour. Donc moi, c'est à ça que je suis plus attaché. Puis j'aime la terre et j'aime le vert. Cette ville de demain, on doit essayer le plus possible d'intégrer cette biodiversité. Donc c'est de la verdure, mais c'est aussi de la faune. Et je pense que tout simplement, pourquoi on a cet amour, et c'est de l'amour de la nature, c'est parce que c'est en nous. Un moyen de le faire ressortir de manière belle et harmonieuse, c'est d'inviter la nature dans nos villes. Le challenge, il n'est pas obligatoirement fonctionnel, il est vraiment dans la manière de voir la ville. Il est vraiment de réaliser qu'on fait partie de cette nature-là et qu'on est entremêlé avec le vivant. Maintenant, il y a des très très beaux projets, alors notamment le Living Building Challenge, qui est un label qui promeut des habitats régénératifs. C'est par exemple captation de l'eau, production énergétique, production de denrées alimentaires, autonomie. Regardez ce qui s'est passé, ce qui a été fait il y a 2000 ou 3000 ans dans les villes du Sud, dans les villes méditerranéennes. Changer les matériaux de construction, revenir peut-être à la terre crue par exemple, permet d'avoir des conditions de confort bien meilleures à l'intérieur, d'éviter la climatisation. Et ça, c'est quelque chose qui se fait dans les pays du Maghreb par exemple. La ville de demain, ce qui me vient à l'esprit, c'est une ville résiliente, où les choses sont en équilibre. On pense au présent, mais on pense aussi au futur. Et donc, on fait tout pour mettre le smart au service de la ville, pour qu'il y ait une société qui soit équitable, verte, durable. Idéalement, les territoires devront être plus sobres, plus résilients et plus inclusifs. Plus sobre par l'économie dans la consommation des ressources naturelles, des choix d'aménagement pour préserver la biodiversité, la lutte contre l'artificialisation des sols. Plus résilient, les villes devront renforcer la robustesse, l'adaptabilité de tous les systèmes et bien sûr l'inclusion. Donc l'accessibilité de la ville et des services est un enjeu majeur pour les territoires de demain. On rentre dans une crise de l'aéronautique, on ne sait pas comment elle va s'en sortir. Donc on ne peut pas rester attaché à des économies monofonctionnelles. C'est l'heure de la polyvalence, c'est l'heure de la relocalisation, c'est l'heure de la réindustrialisation de la ville, mais pour que l'intensité sociale soit synonyme de qualité de vie. À présent, je pense qu'on attend tous en tant qu'acteurs et puis en tant que citoyens aussi de libérer tout ça. Du coup, il y a un vrai changement de paradigme que doit avoir la métropole, non plus initiateur, mais facilitateur. Je laisse les clés de la maison en faisant confiance, avec des grandes règles, pour que tous les acteurs puissent s'engager. De donner aussi peut-être plus de liberté aux acteurs qui sont en train de réinventer la ville. Je pense à plein de collectifs ou d'associations ou même d'entreprises qui sont pleines de bonne volonté, même de citoyens. Donc de leur laisser plus le champ libre et que les process soient simplifiés, permettant à ces gens qui ont envie de créer. Pour moi, la Smart City, c'est d'abord s'appuyer sur les intelligences des hommes et des femmes. On arrive à trouver de la complémentarité entre les différentes personnes qui sont au niveau d'un quartier, par exemple, et on arrive à recréer des espèces de villages, mais en tout cas de quartiers où on travaille, où on habite, où on cohabite, on échange, on produit.
La ville de demain, c'est une ville ancrée sur le local, ancrée sur les solidarités et la production locale. À mon sens, dans cette ville de demain, les tiers-lieux, dans leurs composantes à rassembler différentes catégories d'usagers, de rassembler à la fois institutions, citoyens et entreprises, peuvent être demain de véritables fabriques de territoires. Et je pense que la ville de demain le permettra certainement, ce que j'appelle l'autonomisation des habitants, c'est-à-dire qu'ils seront davantage en capacité à pouvoir intervenir dans l'espace public pour gérer les affaires qui les concernent, par exemple à travers les budgets participatifs. Ce qui va apparaître, c'est le mot partage, je pense. Il y a un souci aujourd'hui de nos concitoyens de vivre finalement en collectivité qui vraiment interagit, quoi. C'est ça. C'est pas chacun dans son appartement. Ça, on a vécu que c'était pas du tout la bonne solution. Et donc, la bonne solution, c'est de se retrouver. Il faut absolument relier le citoyen. Les problèmes qu'on a eus avec les Gilets jaunes sont assez symptomatiques du fait que les citoyens veulent plus échanger entre eux, de se sentir appartenir à une communauté et de se rassembler autour d'un message, autour d'un débat et de progresser finalement tous ensemble. Je pense que la ville de demain doit être capable de créer, non pas de la distanciation sociale, mais de l'intensité sociale. Et l'intensité sociale, on ne peut pas la donner à quelques privilégiés. Il faut qu'elle soit partout dans la ville, pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour les immigrés. Il faut qu'elle soit ouverte à tous. Dès lors qu'on parle d'une ville, il faut une ambition, il faut un idéal, il faut quelque chose qui nous tire, il faut qu'on ait un projet collectif, etc. Mais moi, je pense qu'il y a une place pour décrire et pour proposer un projet qui soit empreint d'humilité. Parce qu'on aurait l'impression de ne pas être exclu de quelque chose. Et cette humilité-là, à mon avis, ça, c'est la vraie modernité. Et donc, en fait, juste mettre ça en valeur, je pense que ça serait de nature à conduire un changement pour embarquer tout le monde dans une nouvelle ville. Tout ce qui va être prétentieux perdra du monde.